Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On va descendre un peu. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Bon, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui sur mon entraînement pour les échecs, et évidemment les échecs amateurs. Alors allons-y. Euh, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus et je vous invite à revoir le contenu de la chaîne. Je pense que pour progresser, il faut vraiment fonctionner par objectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Fonctionner par objectif, ça veut dire qu'on peut partir d'un niveau. Alors ici, j'ai mis une grille, par exemple, de Hello, Feed ou autre. On part d'un niveau, il faut se donner dans une période de temps l'objectif d'arriver à un autre niveau. Il faut que cet objectif soit réaliste. Idéalement, même, il faut qu'il soit facile, mais qui représente quand même un gap, parce que comme ça, on fera les efforts qui sont nécessaires pour aller à l'étape suivante. Et une fois qu'on a atteint une étape, on peut passer à l'étape suivante et se fixer de nouveaux objectifs. Mais il ne faut peut-être pas au départ se fixer des objectifs trop élevés qu'on ne saurait pas atteindre. Donc il faut savoir être progressif dans sa démarche. Voilà, ça c'est le fonctionnement par objectif. Et je pense que c'est une méthode qui peut motiver les gens tout au long d'un long processus de progression. Alors justement, ce processus peut être limité par plein de choses. D'abord l'âge. Et moi j'ai les cheveux blancs, vous voyez, attendez, comme ça, voilà. Les cheveux blancs. L'âge, ça va forcément, quelle que soit votre activité, c'est vrai pour les échecs, mais c'est vrai pour n'importe quoi, limiter votre capacité de progresser. C'est-à-dire que pour un effort équivalent, un jeune progressera toujours plus vite qu'un vieux. Voilà. Autre chose, la disponibilité. Et ça va des fois avec les cheveux blancs. Quand on a une activité, quand on est installé dans la vie, on a des responsabilités, on est beaucoup moins disponible pour ses loisirs, en général. Si on a beaucoup de disponibilité, c'est plus facile. Donc la disponibilité peut freiner, elle aussi, la progression. L'âge, la disponibilité, deux choses qui vont ensemble, et d'ailleurs qui se mélangent un peu. Parfois, on peut croire que les personnes qui sont plus âgées progressent moins parce que tout simplement elles sont, on va dire, séniles. Mais en fait, elles peuvent aussi progresser moins parce qu'elles sont moins disponibles. Ça peut être une des raisons. Par contre, il y a des choses qui vont vous aider sur le chemin de la progression. Et d'abord, la motivation. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre disponibilité, si vous êtes motivé, vous ferez les efforts pour combler ce qui vous manque à votre âge et vous trouverez du temps pour vous consacrer à ce qui vous intéresse. Donc la motivation, c'est vraiment un moteur. On peut penser aux freins, l'âge, la disponibilité, puis il y en a plein d'autres, les obligations, etc. Mais je mets ça dans la disponibilité. Et par ailleurs, il y a des facteurs qui vont permettre de progresser, la motivation. Un jeune, par exemple, va pouvoir progresser très vite à 12 ans, à 14 ans, mais à 15 ans, il va trouver d'autres centres d'intérêt dans la vie qui n'ont rien à voir avec les échecs, 15 ans, 16 ans, tout ça, ça peut être hormonal, ça peut être n'importe quoi, et à ce moment-là, sa motivation va baisser, il va se consacrer à une autre activité. Une personne plus ancienne peut être plus constante. Donc la régularité, c'est aussi un facteur de succès. Si vous êtes motivé, si vous êtes très régulier dans vos efforts, alors vous progresserez. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure dans la page précédente que aujourd'hui, moi, j'ai une progression qui stagne, que je n'attribue ni à l'âge, ni à la disponibilité, quoique, mais au manque de régularité. C'est-à-dire qu'on peut être très régulier à un moment, mais si on ne se surveille pas, on va progressivement dériver pour se rendre compte finalement qu'on travaille et on finit par travailler beaucoup moins. Voilà. Alors, allons-y. L'entraînement, évidemment, c'est dans le but d'obtenir, de progresser, d'obtenir des résultats. Et au début, les résultats ne sont pas tout. Si vous vous entraînez, que vous vous lancez dans la compétition aux échecs, vous allez souffrir. Et c'est normal. Les résultats ne sont pas tout. Il ne faut surtout pas calibrer ses objectifs, sa motivation, etc. sur les résultats eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand on se donne un plan de progression, le but c'est d'être plus fort plus tard, mais c'est pas d'être plus fort tout de suite. Donc tout de suite, on perd, on fait des erreurs, on a plein de problèmes, et plus tard on sera plus fort. Donc ça doit être un processus. Alors, si ça prend 15 ans, ça paraît un peu long, mais c'est possible de toute façon. Si ça prend 20 ans, c'est très très long. Mais en tout cas, c'est pas en 2 mois, 3 mois qu'on va passer de rien à très fort. Ça n'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui, aux échecs, veulent progresser du jour au lendemain sans travailler. Pas possible. Donc les résultats ne sont pas tout. Au début, on commence par perdre.
Et ça, c'est très important. Perdre, ce n'est pas quelque chose d'anormal, ça ne doit pas vous démotiver. Quand on perd, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi on a perdu. Et si par hasard, demain, on rencontre la même situation, le même type de position, ou exactement la même position, ce qui m'est déjà arrivé en 6 mois de compétition, eh bien, on a analysé à la maison ce qu'il fallait faire, et on ne se fait pas avoir une deuxième fois, bien au contraire, on a une victoire qui est même, dans le cas que j'évoque, assez facile. Donc pour progresser, on commence par perdre et c'est normal. Il ne faut surtout pas se démoraliser à ce niveau-là si les résultats ne sont pas au niveau qu'on espérait ou qu'on attendait. Pourquoi? Parce qu'en perdant, on apprend. On apprend là où on est faible, on se rend compte qu'on croyait connaître une finale de tour qu'on ne connaît pas, on croyait connaître une ouverture qu'on ne connaît pas, on croyait être à l'aise dans des situations avec du matériel d'avance et finalement ça n'est pas le cas, etc. Alors moi j'ai repris la compétition depuis janvier 2018, enfin on va dire de façon assidue, ou même décembre 2017 du coup, décembre 2017, on est aujourd'hui en août 2018, j'ai perdu énormément de parties, et je suis très content, parce que de toutes ces parties perdues, il y a toujours quasiment eu un moment où j'étais gagnant, sauf peut-être une partie sur 10 où je me suis fait vraiment laminer. Mais en dehors de cette partie sur 10, 9 fois sur 10, j'ai des superpositions. Figurez-vous que j'ai même eu une tour en plus contre un grand maître pendant près de 15 coups pour finalement gaffer. Donc on perd, mais on apprend. Pourquoi j'ai gaffé? Parce que j'ai mal géré mon temps, parce que j'ai paniqué, parce que je gagnais contre un grand maître, c'est quand même énorme, etc. Mais en perdant, on apprend. Et ça ne me gêne pas du tout. Et en fait, je perds en ce moment beaucoup de parties depuis que j'ai recommencé, mais c'est normal. D'abord parce que je ne vais pas être le plus fort le premier jour, et ensuite parce que je vise à 2, 3, 4, 5 ans mes objectifs, et pas tout de suite. Donc tout de suite, j'apprends. En perdant, on apprend. Et si vous vous lancez dans cette merveilleuse aventure des échecs, apprêtez-vous à perdre, c'est normal. Et surtout, ne vous démoralisez pas pour autant. Il y a plein de gens qui vous diront « Ouais, tu progresses pas, ton Elo il est minable, machin truc ». On en reparle dans 2 ans. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses à connaître aux échecs, c'est phénoménal. Les échecs, c'est une discipline. Moi, j'aime bien le comparer au violon, par exemple. Pour devenir un virtuose du violon, il faut travailler ses gammes pendant des heures, il faut commencer petit, ça dure des années, etc. etc., etc. C'est une discipline très complexe, c'est une science qu'il faut étudier, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il y a des gens qui ont du talent, mais s'ils ne travaillent pas, ça ne suffira pas. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'application, beaucoup de régularité. Et donc les résultats ne sont pas tout, les résultats n'arrivent pas le premier jour, les résultats prennent des années pour arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à connaître beaucoup de choses et à se connaître soi-même d'ailleurs. Avec les échecs, on apprend à se connaître soi-même aussi. J'y reviendrai. Et l'objectif, ce n'est pas le Elo du mois prochain. Quand on est en compétition, il ne faut pas stresser sur cette partie parce qu'on est mieux classé qu'un joueur ou moins bien classé qu'un joueur, parce qu'on va perdre 2 points, 10 points, 20 points, 50 points ou en gagner 10. Non. Il faut toujours avoir en tête l'objectif qu'on a, et cet objectif, normalement, il est fixé dans le temps, un peu plus loin. Rappelez-vous la première image que je vous ai montrée avec ces petites lignes dans le temps qui progressent. Ce n'est pas cette semaine, ce n'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Et si, en voulant bien faire, on perd, eh bien tant mieux, on va apprendre quelque chose qu'on ne refera pas la fois prochaine, et dans quelques années, ce travail paiera. Alors évidemment, vous avez des virtuoses, des génies qui iront très haut, et qui, très très vite, ont de très bons résultats, qui, dès qu'ils touchent un échiquier, en fait, arrivent au sommet. Mais c'est vrai pour d'autres domaines aussi, c'est pas seulement les échecs. Mon propos à moi, je vous l'ai dit dans les vidéos que vous pouvez consulter sur mon site, c'est pas forcément d'aller extrêmement haut, mais c'est d'arriver à un niveau totalement honorable, et pour ça, ça demande du temps. Donc, ce n'est certainement pas... il y a 2-3 personnes qui peuvent surveiller mes résultats, trouver... et d'ailleurs, je vais en parler tout de suite après, que c'est faible. Ça l'est, et c'est normal parce que je suis faible, parce que depuis décembre, j'ai commencé la compétition, que je joue face à des gens qui jouent depuis des années, ou des jeunes qui progressent, que c'est un peu brutal, et qu'il y a une période d'adaptation, qu'après ça, il y a une période de progrès, et qu'ensuite, le progrès ira petit peu par petit peu. Dans chacune de mes parties, je découvre que j'ai des lacunes de connaissances que je comble au fil du temps, et ça demande forcément plusieurs années. Donc, encore une fois, quand on joue aux échecs pour progresser, il ne faut vraiment pas se focaliser sur le classement Elo de soi-même ou de l'adversaire. Ce n'est pas le Elo de ce mois-ci qu'on vise, ni le prochain, mais c'est dans plusieurs années. Donc on peut perdre 10, 15, 20 points sur une seule partie, c'est pas très grave si on a vraiment essayé de faire bien et qu'on a appris quelque chose, ça paiera plus tard.
Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. L'objectif c'est pas le Hello du mois prochain, mais celui de plusieurs années, les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Alors mes propres résultats, j'ai commencé donc à jouer en Open individuel en décembre 2017. Mes premiers classements feed, on va dire stabilisés, c'était en janvier à 1860. Donc un niveau d'amateur, totalement moyen, d'un niveau de joueur de club. Je n'ai pas à rougir de ce résultat d'ailleurs, je trouve que c'est correct, voilà, sans plus, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas génial, voilà, c'est correct. Et en juillet, j'étais à 1900. Alors, c'est une progression, 40 points, c'est pas rien, mais pour moi, c'est pas très significatif, et je pense que mon niveau oscille entre ces deux élos d'ailleurs, parce que pour l'instant, je suis pas allé au-dessus de 1900, donc mon dernier classement en juillet, c'est 1900, peu importe, avec des virgules. Ce qui compte, pour moi, c'est que je me dis que je me suis assis en décembre pour la première fois face à des vrais joueurs dans des Open, et que 7 mois après, j'ai un classement de 1900 qui, bon an mal an, quand j'y réfléchis bien, en 7 mois de compétition, me semble pas mauvais. C'est un bon début, je trouve. Alors évidemment, on rêve toujours de plus, etc. Mais j'en rougis pas. Être entre 1850 et 1900 en 6 mois de compétition, c'est quelque chose qui me fait penser que je peux progresser. Surtout que je connais les parties et j'ai joué deux Open, au moins 2 Open par mois. J'ai joué énormément, 10, peut-être même plus de 10 parties par mois. J'en ai une collection depuis le début de l'année, c'est presque 80, enfin c'est énorme. Et je continue à jouer beaucoup. Et dans ces parties, comme je l'ai dit précédemment, j'ai 9 fois sur 10 une position gagnante, et très souvent je la gâche. Alors après, à chaque fois pour des raisons différentes, et une des raisons c'est que j'ai pas le niveau pour la gagner, tout simplement. Mais je me dis, si j'arrive à amener ces positions, c'est déjà une étape, et ça je le fais. Si demain j'arrive à les gagner, c'est 9 parties sur 10 que je vais gagner, et face à des joueurs à plus de 2000 en plus. Hein, donc voilà. En contrepartie, j'ai aussi perdu une partie contre un joueur à 1400 sur 80 parties, parce que j'ai voulu forcer les choses, et c'est intéressant de savoir aussi, j'en ai tiré des enseignements. Donc, prenons plusieurs années pour progresser, et voilà, bon, je sais que les gens qui suivent la chaîne sont intéressés par le fait de savoir où je suis, voilà où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si je finirai l'année beaucoup plus haut que ça, etc. Mais encore une fois, c'est pas très important. C'était une entrée dans la compétition. C'est pas sur 10 ou 15 parties. Hein. Là, on parle de 80 parties, donc c'est quand même quelque chose qui est a priori assez précis, et plutôt avec une tendance à la hausse, puisque je suis parti à 1860, arrivé à 1900, mais sincèrement, dans le monde des échecs, ça ne tournera pas la face du monde, c'est le même niveau, un niveau d'amateur, qui moi me semble honnête pour un début, mais vos commentaires peuvent m'intéresser ici. Parce que j'ai pas non plus beaucoup de retours. Allez, on avance, donc ça c'est les résultats, et on va parler de l'entraînement maintenant. Parce que dans l'entraînement, pour progresser, c'est un long chemin, à la fois à l'entraînement et en compétition. Désormais, je suis persuadé qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et quand j'ai commencé cette chaîne, il y a 2 ans, je parlais de compétition sur Internet, etc. C'est sympa, mais c'est pas la peine d'y passer 2 ans. Vous pouvez faire 6 mois d'internet pour être à l'aise, et ensuite aller dans un club et lancez-vous. Et le mieux c'est de jouer beaucoup. De toute façon, si on veut progresser dans une activité, il faut la pratiquer. Donc il faut jouer. Alors, un long chemin à l'entraînement, c'est aussi un chemin que j'ai mené avec vous, dans les vidéos, grâce à vos conseils, etc., à des lectures, aussi grâce à l'excellent, c'est pour ceux qui sont anglophones, qui parlent anglais, d'ailleurs je vous réserve une petite vidéo à la fin. Il y a un excellent podcast audio qui est réalisé et qui s'appelle le Perpetual Chess Podcast, je crois. Alors ça, je vous le conseille vivement, parce que c'est un joueur à 2100 qui interviewe des maîtres et grands maîtres. Et il y a ces interviews d'1 heure, vous mettez ça dans les oreilles, dans le téléphone, dans les transports. Vous apprenez un tas de choses sur l'entraînement, sur le psychologique, sur la façon de progresser aux échecs, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que tous vous disent, c'est qu'on ne progresse pas aux échecs en 2 jours. C'est quelque chose qui prend du temps et qui demande du travail et de l'investissement. Donc c'est un long chemin. Et j'ai donc toutes ces sources que j'ai essayé de combiner, collecter, et vous le savez, j'ai fait plusieurs tests à l'entraînement, j'ai essayé. Aujourd'hui, je pense savoir ce qui peut marcher à l'entraînement
aux échecs pour des amateurs qui souhaitent passer de 1800 à 2000, à 2200, ou même 1400 à 1800. Il y a des choses qui reviennent tout le temps, en fait, qu'on retrouve dans tous les bouquins, qu'on retrouve partout. Et je veux les échanger, les partager avec vous, parce que j'ai passé du temps à trouver ça. Pour d'autres qui sont plus expérimentés, ça leur paraîtra évident, mais la mise en pratique est beaucoup moins évidente. Alors, que faut-il apprendre aux échecs? Parce qu'il faut apprendre, c'est une discipline qui s'apprend. C'est pas, on peut être génial, encore une fois, mais pour le commun des mortels, il faut apprendre. C'est une discipline qui s'apprend. Alors, que faut-il apprendre? Il y a plein de choses. Il y en a des tonnes, et c'est ça le problème. C'est des choses différentes qui font appel à des qualités intellectuelles différentes. Le cerveau est si phénoménal que, c'est pas simplement en travaillant un domaine qu'on va progresser, mais ce domaine, on peut le triturer dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre aux échecs? Eh bien, il faut apprendre à avoir une meilleure vision, voir les choses rapidement, voir l'échiquier, l'avoir imprimé en tête, avoir des schémas automatiques qui reviennent, c'est très important. Le calcul, être capable depuis une position donnée de calculer les variantes, c'est évidemment les deux combinés, les deux que je viens de dire déjà, c'est je pense une base fondamentale pour qui souhaite progresser. Il faut améliorer ces deux points, la vision, le calcul. Ensuite, il faut connaître ses faiblesses. Justement, donc en jouant, on va détecter ses faiblesses dans ses parties et les améliorer. C'est bien aussi d'avoir un fort joueur à côté de soi, parce que parfois on est vraiment aveugle sur ses propres faiblesses. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs dont on ne se rend pas compte, et c'est justement pour ça qu'on les fait et qu'on les refait tout le temps. Donc être capable d'identifier ses faiblesses, mais pas forcément tout seul avec un plus fort joueur, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Il faut apprendre évidemment les ouvertures. Si on ne sait pas commencer une partie d'échecs, si on a une partie totalement ratée au bout de 5 coups, on aura beaucoup de mal à battre, notamment en progressant, des joueurs de plus en plus forts. Il faut apprendre la stratégie, ça va de soi. Le jeu d'échecs est avant tout un jeu stratégique. On voit beaucoup de débats sur Internet qui nous disent oui, le calcul ou la stratégie, je pense que c'est plutôt le calcul, puisque les ordinateurs sont les meilleurs du monde et que les ordinateurs ont un jeu basé uniquement sur le calcul. Ok, c'est vrai, mais moi je suis un être humain et jamais je ne calculerai comme un ordinateur. Ma seule façon de progresser aux échecs, c'est de comprendre la stratégie. Pour les humains, les échecs sont un jeu stratégique. On part d'une situation A, on veut arriver à une situation B, et grâce au calcul, on va voir quels sont les moyens d'atteindre la situation cible, la situation B. Mais si on se lance sur une position et qu'on ne fait que calculer, on va être épuisé au bout de 10 coups et on n'arrivera à rien du tout. D'ailleurs, calculer quoi si on ne sait pas où on veut aller? Donc le jeu d'échecs, pour les humains, est un jeu stratégique. C'est un jeu de stratégie avant tout. Et d'ailleurs, vous demandez à n'importe qui, même qui ne connaît pas les échecs, ce qu'est le jeu d'échecs, on vous dira probablement que c'est un jeu stratégique. D'autres vous diront que c'est un jeu d'anticipation, de prévision de l'avenir. C'est intéressant aussi, c'est Séguéla qui disait ça. Mais le calcul est plutôt là pour soutenir la stratégie chez les hommes, chez les êtres humains. Voilà, donc il faut apprendre à, évidemment, calculer, mais il faut apprendre la stratégie. Voilà, j'en étais là, la stratégie. La technique, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Quand on fait jeu égal avec un adversaire, on arrive en finale, il faut avoir une certaine technique pour gagner des finales. Très récemment, je me suis trouvé dans une finale que je croyais nulle, donc j'ai même donné un pion pour entrer dans cette finale nulle, et j'ai réussi à la perdre. Après j'ai regardé, effectivement j'avais raison, elle était nulle, mais j'ai pas suivi le bon chemin. Donc la technique est importante, elle est essentielle pour qui souhaite finir ses parties correctement. Je crois qu'il y a une vidéo aussi de Power Play Chess, toujours en anglais, sur Vachier-Lagrave, à Biel, qui gagne un pion et immédiatement il se lance dans une finale de tours. Enfin, il reste 2 tours pour chacun, plus une pièce mineure, il y a beaucoup de pions partout, mais il est confiant en sa technique. Et effectivement, il monte un schéma de regroupement de ses pièces au centre qui lui permet de gagner, je ne vais pas dire facilement, mais de façon convaincante. Nous aurions été certainement nombreux dans cette situation avec un seul pion d'avance à même pas considérer la victoire en finale, parce que c'était quand même un petit peu tendu, ou à pas tout simplifier. Bref, la technique est une chose importante à apprendre. L'expérience, alors on peut se forger sa propre expérience en jouant, bien sûr, mais il y a une librairie formidable aux échecs. Il y a des tonnes de livres, et j'ai découvert un truc amusant, c'est que les gens achètent des livres, mais ne les lisent pas. Alors, prenez conseil, achetez 2 ou 3 bons livres, ou il y a forte chance, vous les avez déjà, prenez les livres qui sont dans votre librairie, et lisez-les. Parce que dedans, vous avez l'expérience de maîtres qui sont tellement convaincus de ce qu'ils ont à transmettre qu'ils le mettent dans un livre et qu'ils l'apprennent. Alors, il y a aussi de la littérature commerciale, on va dire, bien sûr, mais vous avez de la littérature passionnée, vous avez des conseils de lecture, suivez ces conseils de lecture, parce que généralement, on va vous conseiller de très bons livres, et ces très bons livres sont à étudier. Et c'est paradoxal, on possède plein de livres,
et on ne les lit pas. Donc je vous engage vraiment à lire les livres, enfin en tout cas, c'est ce qu'il faut apprendre aux échecs, il faut aussi apprendre l'héritage des anciens et lire les livres sur les classiques, sur la stratégie, sur plein de choses, il faut lire des livres, parce qu'on ne va pas progresser tout seul dans son coin, comme dans toute discipline, il faut étudier. Et enfin, la psychologie, moi je l'associe plutôt à la compétition, parce que j'ai découvert cette dimension du jeu d'échecs en compétition, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un être humain en face de nous qui veut nous détruire, parce que les gens confondent tout, hein, l'intelligence, qui est peut-être la valeur intellectuelle d'un individu, l'intellect, qui est une discipline comme le jeu d'échecs. Être bon aux échecs, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on a un meilleur revers quand on est meilleur au tennis, vous voyez, c'est une technique qu'on a appris. Mais les gens mélangent tout, l'ego, etc. Et donc, on met beaucoup d'affectifs dans le jeu d'échecs, on se sent diminué si on perd et on se sent très intelligent si on gagne, alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une discipline qui n'a rien à voir avec notre propre intelligence. Et la psychologie, justement, c'est quand on se heurte à l'ego de l'autre et que soudainement la victoire ou la défaite revêt une importance particulière. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi, c'est quelque chose qui nous est propre. On ne sait pas, avant de s'y confronter, quelle est notre psychologie. Voilà. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que je suis parti finalement là, sur une vidéo très longue, mais progresser aux échecs, et si ça inquiète des parents, etc., des enfants qui perdent du temps aux échecs, permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même et progresser sur soi-même. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, vous aurez remarqué que ça fait déjà 2 ans et demi que je fais ces petites vidéos. Là, ça fait au moins 6 mois que j'en ai pas fait, hein, donc c'est un gros cadeau, c'est pour ça que ça va être une vidéo longue, parce que j'avais pas le temps, pour plein de raisons, parce que je faisais tout ce que je suis en train de vous raconter là, par exemple. Mais il se trouve que quand j'ai démarré, j'avais du temps pour les échecs, mais j'avais aussi un métier important. Je suis ingénieur, enfin j'étais ingénieur dans une grande entreprise, et le soir, je consacrais mon temps aux échecs. Et j'étais pas pleinement satisfait de mon travail, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu m'intéresser à autre chose, les échecs. Et puis je vous ai expliqué ce côté compétition que j'aime, le sport, on voit le vélo derrière moi, qui est plus dur en vieillissant. Voilà, la compétition me manquait et je voulais m'exprimer dans un autre domaine. Mais professionnellement, j'étais pas forcément hyper satisfait non plus, puisque je me consacrais à autre chose. Tout ce que j'ai développé pendant 2 ans et demi sur les échecs, sur ma propre psychologie, en apprenant à m'apprendre, etc., m'a peut-être servi. Et je vais avoir du mal à progresser maintenant parce que j'ai un nouveau poste, j'ai trouvé un nouveau travail, et je ne suis plus du tout ingénieur dans un grand groupe international, je suis responsable européen de toute une division, de tout un business dans ce grand groupe. C'est une promotion inespérée que j'ai peut-être toujours essayé d'avoir mais que j'ai jamais eue, et j'avais peut-être renoncé. Et je me demande dans quelle mesure aujourd'hui l'implication que j'ai eue dans les échecs m'a amené à transformer mon esprit, à être un peu plus humble dans ma vie, à me comporter autrement, à fonctionner par objectif, etc. Et je ne sais pas aujourd'hui comment les deux choses sont liées, ma démarche sur les échecs et ma démarche professionnelle. Et je pense que c'est pareil pour les jeunes, je parlais des parents tout à l'heure, le fait de jouer aux échecs va leur ouvrir leur esprit, va les faire se comporter autrement, va leur faire voir le monde autrement, et ça ne peut que les servir aussi à l'extérieur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives de l'éducation nationale en France, mais de l'éducation en général dans d'autres pays, qui reposent sur le jeu d'échecs. Il a vraiment une valeur éducative importante, parce qu'on se confronte aux autres, parce qu'il faut réfléchir avant d'agir, parce qu'il faut planifier son action. Et tout ça sont des choses qui, peut-être, peuvent vous bénéficier. Et moi-même, si je ne réussis pas dans les échecs, j'aurais pas tout perdu, parce que j'ai déjà réussi beaucoup, enfin j'ai même réussi au-delà de mes attentes professionnellement, dans le même laps de temps. Et je me demande si c'est pas lié. Alors, je viens de vous livrer un secret, je vais avoir un peu moins de temps à consacrer aux échecs, donc mes résultats vont être encore plus longs à venir, etc. Mais pour moi, c'est déjà un grand succès inattendu. Les échecs m'ont apporté quelque chose d'inattendu dans ma vie. Cette dimension de manager européen dans un groupe international, depuis une position d'ingénieur, ce n'était pas forcément attendu. Voilà, alors je ferme la parenthèse et je dis que faut-il apprendre aux échecs, donc tout cela, et tout cela peut vous apporter du bénéfice, donc, comme je viens de dire, dans votre vie. Et pour travailler tout cela, il y a des choses à faire. Alors, à l'entraînement, ce que j'ai découvert, ou ce que j'ai expérimenté, c'est pour travailler la vision, les schémas tactiques qui reviennent tout le temps, ce qu'on appelle en anglais les patterns, c'est les puzzles. Résoudre des problèmes tactiques. Donc moi, je le fais à raison de 30 minutes par jour, et je le fais
tous les jours. Ça, c'est Igor Nataf qui me l'avait expliqué et je l'ai revu dans plusieurs vidéos. Si vous voulez travailler votre sens tactique, imprimer des schémas dans votre esprit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entraîner tous les jours. Alors, pas forcément pendant 3 heures. Pendant un temps, je le faisais pendant 1 heure. C'était pas mal, mais c'est fatigant. Je ne sais pas exactement encore quelle est la bonne durée, mais 1 heure, ça me prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je fais une demi-heure par jour. Et ça, une demi-heure, j'arrive à gérer. Donc, mais tous les jours par contre, tous les jours que Dieu fait, une demi-heure et j'ouvre la session chrono, je lance les exercices et pendant cette demi-heure je ne fais que ça, le téléphone est éteint, etc. Ah, un petit truc aussi, on parle de schéma. Donc ce sont des exercices, je ne l'ai pas écrit ici, mais des exercices simples. Et ça je l'ai entendu dans le fameux Perpetual Chess Podcast et à plusieurs endroits je l'ai lu aussi. C'est-à-dire que quand on veut retenir des schémas, c'est pas la peine de résoudre des exercices tactiques très complexes sur lesquels on va se pencher pendant 20 minutes, 30 minutes, et puis à la fin on va trouver... Non, là l'idée c'est d'imprimer des schémas systématiques. Et d'ailleurs, il est très rare qu'on passe 20 minutes sur un coup dans une partie pour des raisons tactiques. En général, quand on va passer 20 minutes, c'est parce qu'on cherche le plan, on cherche la bonne disposition pour plus tard, on fait de la stratégie. Donc en fait, si vous résolvez chez vous des problèmes tactiques pendant 20 minutes, il est peu probable que ceci vous puissiez le reporter dans vos parties plus tard. Par contre, si vous résolvez des exercices simples pendant une demi-heure tous les jours, dès qu'il va y avoir une petite combinette, comme on dit, de 2-3 coups dans vos parties, vous allez tout de suite l'avoir et tout de suite percuter. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, parce que même si vous ne la voyez pas, vous pouvez l'amener, vous pouvez tendre des pièges, vous pouvez vous rendre compte de ce qui se passe, parce que les schémas sont inscrits dans votre esprit. Alors les gens peuvent se demander, comme je l'ai fait, comment on fait pour résoudre des problèmes simples, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les sites internet vous proposent de progresser. Plus vous résolvez des problèmes compliqués, plus ils vous en proposent des plus compliqués encore. Alors il y a 2 façons que j'ai trouvées qui me vont bien. Chess Tempo, parce que c'est le meilleur site du monde, il est français en plus. Chess Tempo, vous créez un compte et vous résolvez des problèmes blitz. Comme vous êtes en temps limité, si vous commencez à passer trop de temps, vous allez perdre des points. Si vous vous trompez, vous allez perdre des points. Ce qui fait qu'il va toujours vous proposer des problèmes qui sont à votre portée, que vous êtes capable de résoudre normalement en 10 à 30 secondes, peut-être 50 secondes. Et voilà, en gros, le cœur de l'idée de Chess Tempo Blitz, c'est des choses que vous résolvez en 30 à 50 secondes. Donc pas hyper compliqué, quelque chose qui est totalement à votre portée, 30 ou 50 secondes d'analyse. Si vous trouvez que ça c'est difficile, il y a un autre moyen aussi, c'est de jouer, de faire des problèmes, de résoudre des problèmes sur Chess Tempo, mais sans créer de compte. Quand vous arrivez sur Chess Tempo, plutôt que vous loguer, vous ne vous loguez pas, ou alors si vous êtes logué, vous vous déconnectez, et vous cliquez sur résoudre des problèmes tactiques. Et là, par défaut, le programme va vous proposer des problèmes tactiques. Et ces problèmes tactiques, ils sont simples parce que vous n'avez pas de compte, parce qu'il ne connaît pas votre Elo, donc il vous balance tous ces problèmes simples. Donc si vous mettez une demi-heure là-dessus, alors évidemment, vous n'allez pas suivre votre progression en termes d'Elo, Chess Tempo, mais vous allez résoudre 30 minutes par jour des problèmes tactiques simples. Voilà. Alors pour ça, ceux qui n'auront pas suivi, je vous montre. Donc voilà, me voici sur Chess Tempo, chesstempo.com, en tant que moi-même. Alors je me déconnecte en tant que moi-même, boum, et sans rentrer de compte, je choisis problème tactique, et automatiquement le site me propose un problème technique. Voilà, tactique, c'est difficile à dire. Dans le progrès, depuis 2 ans de vidéo, vous aurez remarqué, j'espère, j'imagine, beaucoup moins de lapsus, plus de doigts dans le nez, une meilleure allocution. Bah, vous voyez, il y a des choses qui progressent et qui servent la vie de tous les jours grâce aux échecs. Voilà. Et donc là, vous avez un problème qui est plus facile à résoudre. Donc si vous êtes avec moi, donc on a fou prend, dame prend et dame échec, la fameuse double attaque. Voilà. Et il vous en propose un autre. C'est amusant si voilà, il en propose un autre et ainsi de suite. Et c'est toujours des problèmes plus faciles comme ça qu'il va vous proposer. Non, je n'ai pas fait de lapsus. Ok, donc ça c'est la partie entraînement pour travailler la vision et la connaissance des schémas. Ensuite, le calcul proprement dit, il semblerait à l'unanimité qu'il faut résoudre des études, ou en anglais des studies, c'est-à-dire des positions de finale. Généralement, oui, c'est ça, des positions de finale avec quelques pièces qui sont assez complexes, et on résout ces études. Alors, il semblerait que le bon mix aussi, parce qu'il ne faut pas y passer trop de temps, c'est de résoudre 3 études, et pour chaque étude, consacrer 10 minutes. Donc ça fait une demi-heure de réflexion sur des études. Alors 10 minutes, ça ne paraît pas forcément beaucoup. Moi, j'ai commencé par choisir des bouquins, il y a des livres qui sont spécifiques sur les études, et c'était un petit peu dur, mais il y a des endroits
appli sur les tablettes ou livres aussi, où on classe les études par difficulté. Donc une fois que vous avez trouvé la difficulté que vous êtes capable de résoudre en 10 minutes, ben, vous en faites 3. Alors de 10 minutes, vous allez voir, effectivement, on progresse dans le calcul. On commence à dérouler une chaîne, parce que dans les études, souvent, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 coups parfois, parce que voilà, c'est des finales de pions, ça peut même aller plus loin que ça. Et on se rend compte qu'on développe assez vite cette habilité à calculer, et donc on peut passer à la difficulté suivante. Donc voilà, 3 études par jour, de 10 minutes chacune, maximum. Si on n'a pas réussi au bout de 10 minutes, ben on regarde la solution, on découvre le thème qui nous avait échappé, et on passe à l'étude suivante. Voilà. Alors ensuite, ses faiblesses, ça c'est un point essentiel, apprendre ses faiblesses, et ben pour ça il faut analyser ses parties. Là aussi, si vous êtes depuis longtemps dans les échecs, vous le savez, tout le monde le dit en permanence, analysez vos parties. La question c'est, est-ce que vous analysez vos parties et est-ce que vous les analysez bien? Donc moi j'ai fini par me dire que... Alors, je vous ai dit, depuis 7 mois, j'ai joué plus de 80 parties. Les analyser toutes, c'est un petit peu compliqué, mais je flague enfin je repère les parties que je n'ai pas encore analysées, et je me suis rendu compte que cette partie, je ne la faisais pas. Je n'analysais pas correctement mes parties, donc j'ai plein de parties que j'ai jouées que je n'ai jamais analysées. Donc j'ai repris mon entraînement, vous voyez, c'est ça la surveillance de l'entraînement aussi, il y a eu une dérive, et ça a été oublié. Donc désormais, je consacre dans chacune de mes séances d'entraînement 1 heure à analyser une de mes parties. C'est pas forcément une analyse très profonde, mais je détecte déjà les erreurs que j'ai fait dans le début, parce que ça tombe bien, comme je joue pas super bien, je fais des erreurs assez vite. Donc déjà dès le début, je peux corriger les erreurs, et j'ai eu le cas du coup, puisque quand on a un répertoire d'ouverture assez fixe, et ça je vous engage à avoir un répertoire d'ouverture qui ne change pas tous les 2 jours, et ben on revoit régulièrement les mêmes positions, et on peut profiter des erreurs qu'on a fait dans le passé pour ne pas les reproduire, ou même trouver des fois dans certaines positions des coups géniaux, entre guillemets, qui ont été suggérés tout simplement à la maison par l'ordinateur et qui sont super et qu'on joue, et on se retrouve à éclater des gens comme ça. Donc, enfin éclater, j'aime pas le terme, mais je veux dire, on se retrouve à avoir des victoires inespérées ou inattendues, tout simplement parce qu'on a travaillé à la maison. Et après, il ne faut pas se dire que c'est inattendu, c'est parce qu'on a travaillé. Voilà, un bon exemple du travail à la maison. Et ça passe par l'analyse de ces parties. Donc moi, j'étais un peu orange là-dessus parce que j'avais laissé la main. Et maintenant, j'essaye d'analyser une partie jouée par jour. Alors, ça dépend du nombre de parties que vous jouez, bien sûr, mais on va voir à la fin qu'il faut quand même jouer beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense être. Si on veut progresser dans une activité, il faut d'abord la pratiquer. Et donc, il faut y avoir une matière. Alors, si vous ne jouez pas beaucoup, bah, passez plus de temps. Passez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par partie. On peut analyser plein de choses, surtout sans l'ordinateur, dans un premier temps. Et ensuite, en regardant, évidemment, les suggestions de l'ordinateur, parce qu'elles peuvent aider, dans certains cas, à s'améliorer. Ou, comme je disais tout à l'heure, avec un joueur plus faible qui va vous recommander des coups, qui va identifier vos faiblesses. Alors les faiblesses, elles sont, de toute façon on a tous les mêmes. Déjà, vision, calcul, ça on est tranquille, on n'en a jamais assez. Donc ça c'est déjà des faiblesses connues, si vous voulez progresser, il va falloir calculer, résoudre des puzzles simples et résoudre des études plus ou moins profondes. Ça c'est obligatoire. Mais ensuite, on a d'autres faiblesses qui sont plus psychologiques, et c'est la compétition qui va vous y donner accès, ou l'analyse de vos parties. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand j'avais un avantage matériel, normalement, je dois gagner, souvent je perds. Pourquoi? Parce que j'ai une forte tendance à continuer à aller chercher du matériel, comme s'il en fallait encore plus. C'est un peu comme l'argent, vous voyez, on est toujours en entassé. Du coup, pour aller chercher un petit pion alors que j'ai une tour d'avance ou un fou d'avance, je vais écarter une de mes pièces du jeu, et cette pièce va me manquer cruellement à la défense de mon roi, que mon adversaire, en déficit matériel bien entendu, a transformé en sa cible numéro 1. Il veut absolument défoncer mon roi, et si je commence à éloigner mes pièces, ça ne marche pas. Donc ça, c'est les faiblesses que j'ai identifiées, et maintenant qu'elles sont là, je sais les gérer. Enfin, je crois, on verra. Mais bon, bref, on analyse ces parties pour identifier ces faiblesses, qu'elles soient techniques ou psychologiques. Les ouvertures et les autres peuvent nous aider à mieux identifier nos faiblesses. Ça c'est génial, hein, quand vous regardez vos parties avec d'autres et qui vous disent j'ai remarqué que souvent tu es comme ci ou comme ça. Surtout, il ne faut pas se vexer, il faut ouvrir grand les oreilles et vraiment essayer de re-regarder ces parties avec ce commentaire parce qu'il est sûrement judicieux. De toute façon, le commentaire des autres est souvent beaucoup plus objectif que le nôtre, c'est logique, le nôtre est subjectif. Voilà. Alors, comprendre les ouvertures, donc c'est comprendre, j'ai pas mis à prendre exprès parce que il y a des ouvertures qui sont avec beaucoup de théorie, etc. Et quand on est dans des niveaux comme ceux que j'évoque, hein, pour moi, qui vont aller de 1400, 1800, 1900, 2000, encore une fois, apprendre 25 coups d'ouverture,
C'est beaucoup d'énergie, parce que c'est 25 coups dans plein de variantes, pour peu de résultats, parce que très souvent on va observer qu'on sort de son répertoire au bout de 5 ou 6 coups, parce que l'adversaire va jouer autre chose. Donc il faut vraiment mieux connaître les thèmes, et pour ça, il faut avoir un répertoire d'ouverture qui est suffisamment large pour pas se faire surprendre, parce que, enfin, ça dépend de votre psychologie, mais moi quand je suis surpris, déjà je commence à perdre mes moyens, donc vaut mieux un répertoire large pour être à l'aise au moins dans les premiers coups, pour rentrer tranquillement dans la partie. Euh, et au moins si la surprise arrive à ce moment-là, c'est que vraiment elle est trop bizarre et qu'on va réussir à punir l'adversaire pour son jeu tout à fait illogique. Donc il vaut mieux un répertoire large, mais pas très profond. Et par contre, on comprenne bien les différentes idées stratégiques de cette ouverture. C'est-à-dire les différentes attaques possibles, etc. Et pour comprendre son ouverture, il faut regarder des parties de maître, il faut lire des ouvrages, il faut regarder ses propres parties encore une fois. Et puis il faut apprendre ce petit répertoire quand même. Donc il y a une partie apprentissage, mémorisation, qui ira d'autant plus vite que le répertoire n'est pas très profond. Et ensuite, idéalement, collecter beaucoup de parties de grands maîtres. Alors moi, un petit truc, j'aime bien trouver des parties de grands maîtres en open contre des joueurs plus faibles sur mon répertoire d'ouverture, parce que je vois comment le grand maître développe les thèmes de cette ouverture face à un joueur qui ne les maîtrise pas. Et donc je vois très bien quels sont les bons plans. Alors que quand on regarde une partie entre deux grands maîtres, chacun se neutralise, ça devient très technique et la décision se fait sur d'autres choses. En tout cas, qui ne sont pas applicables dans mon propre jeu. Encore une fois, le grand maître contre l'amateur va montrer comment conduire cette ouverture et c'est très intéressant. Donc je vous encourage à trouver ce genre de partie dans les bases de données sur votre répertoire d'ouverture pour comprendre vos ouvertures. Alors la stratégie, d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est déjà un peu la stratégie, mais il y a d'autres façons de la travailler. Le deviner le coup. J'ai fait une vidéo, je vous invite à la chercher, je ne vous mets pas de lien, il y a plein de vidéos sur mon site, je les ai faites pour que vous les regardiez aussi, donc allez-y, regardez. Il y a des outils qui permettent de jouer à deviner le coup, c'est-à-dire de poser une partie de fort joueur, ou peu importe d'ailleurs la partie de son choix dans un programme, et de devoir deviner la réponse du joueur dont on a choisi la couleur, celle qu'il a jouée, donc se mettre à la place de Capablanca, de Kasparov, et qui sais-je encore. Il y a Lukacs aussi, qui est un excellent programme, un peu compliqué à comprendre, à paramétrer, mais phénoménal pour avoir comme ça des collections de parties qu'on choisirait, de 20-25 parties sur un thème donné et qu'on va jouer en devinant le coup. Et donc là, vous êtes en situation de partie, vous devez réfléchir avec votre propre processus, idéalement pas sur n'importe quoi, mais sur votre répertoire d'ouverture, et vous allez vous mettre dans la peau d'un grand maître qui a eu de bons résultats. Enfin, à vous de construire une bonne collection pour faire se deviner le coup et progresser en stratégie, assurément, et en connaissance de vos ouvertures. De toute façon, tout est lié, évidemment. Alors la technique, j'en ai parlé tout à l'heure avec les finales de tour, ça peut être des finales de n'importe quoi, mais je pense que c'est important d'avoir une collection de finales type qu'on connaît et qu'on alimente au fil du temps. Pour un débutant, il va peut-être falloir connaître une dizaine ou une quinzaine de finales, ça va être les maths élémentaires et puis quelques finales de pions. Puis plus on va progresser, plus il va falloir étoffer ça avec des finales de fou, des finales de cavalier, des finales de tour, des finales de dames et des positions typiques. Et il faut les connaître par cœur. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, on peut les apprendre donc en répétant ces finales types à intervalles réguliers, un peu comme le propose Chessable. Et puis, on peut aussi prendre pour le matériel donné n'importe quelle position dans les bases de données. C'est une des possibilités que nous offrent les bases de données de partie aujourd'hui. Vous choisissez dans une base de données toutes les finales de tour avec un pion de plus gagné par les blancs, et puis vous avez les positions qui apparaissent et vous les jouez contre l'ordinateur. Et vous verrez que vous ne les gagnez pas souvent, donc vous regardez comment l'ordinateur lui vous bat dans la même position, puis vous essayez de le rebattre ensuite, etc. Développer sa technique en finale, c'est essentiel, donc il y a un exercice à faire aussi. Donc tout à l'heure je l'ai dit, une demi-heure ici, une demi-heure sur les études, analyser ces parties, ça peut être une à plusieurs heures, ça dépend de vous. Moi je me limite à une partie, si j'ai pas fini je la continue, à une heure pardon, si j'ai pas fini je continue le lendemain, donc ça fait déjà 2 heures. Comprendre les ouvertures, une demi-heure de lecture ou d'apprentissage, donc 2h30. Deviner le coup, ça prend bien 1 heure, 3h30. J'ai dit ça, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, non, 2h30, 3h30, ouais. Apprendre les finales, une demi-heure, ça fait 4 heures. Il
il faut trouver du temps dans la journée. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que je suis en congé demain, vous voyez, donc je prends un petit peu de temps. Enfin, je suis en congé, je vais m'en aller faire un tournoi d'échecs, mais je voyage beaucoup forcément, hein. Dès qu'il y a des tournois, comme je vous disais, je joue. Mais enfin, ne brûlons pas les étapes. 4 heures, c'est déjà beaucoup. Et j'ai bien conscience que chacun devrait adapter, mais je pense qu'il faut travailler tous ces domaines. Est-ce qu'il faut les travailler tous les jours? Pour les premiers, les 3 premiers, c'est certain. Les ouvertures, moi je sais qu'à mon âge, justement, si je révise pas tous les jours, j'oublie très vite mes variantes. Ça rentre, ça sort, donc il faut vraiment des révisions quasiment quotidiennes. Après, je sais pas, les deviner le coup, c'est peut-être un jour sur deux, ça peut se faire moins souvent, mais il faut le faire, il faut que ça marque en fait, le deviner le coup. C'est comme si on jouait une partie à la place d'un champion, et je pense qu'on imprime des choses dans l'esprit. On voit vraiment comment un grand maître va gagner certaines positions, donc c'est un super exercice. Peut-être pas tous les jours, et d'ailleurs s'il est fort en termes d'impression dans l'esprit, c'est peut-être pas la peine de le reproduire tous les jours. La technique des finales, quand on connaît une finale, on n'a pas forcément besoin de la réviser tous les jours. Donc là, je vous invite plutôt à suivre le modèle de Chessable. Et très vite, on va étaler dans le temps les révisions des finales. Chessable.com, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'expérience. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, les échecs sont une discipline, donc il faut travailler son expérience en étudiant des livres. Je sais déjà que sur cette vidéo, je vais avoir plein de commentaires en disant mais c'est long, il parle. Écoutez, je ne vous ai pas fait de vidéo pendant 6 mois, c'est un vrai plaisir. J'ai pensé plusieurs fois vous faire des vidéos, j'avais même pas de sujet, j'avais pas envie de parler de mes parties ou ce genre de choses. Là, j'ai un petit sujet, je suis content de le partager avec vous et je vous balance tout. Vous pouvez aussi cette vidéo la regarder en plusieurs fois, pourquoi pas, je vous invite à le faire. Surtout qu'à la fin, il y a un petit goodies avec une vidéo, mais on y arrive à la fin quand même. Donc l'expérience des autres, hein, l'expérience des maîtres, on va pas apprendre tout seul dans son coin, on va soit avoir un grand maître qui nous donne des cours, soit avoir des livres, mais enfin il faut tout combiner à mon avis, étudier des livres, vraiment. Donc moi ce que je fais c'est que je prends le livre au format électronique, à côté je mets l'échiquier au format électronique sur mon PC, et je lis le livre en déroulant la position, et je réfléchis à ce que me dit l'auteur, et c'est agréable en plus, parce que je lis un livre de quelqu'un qui me parle de quelque chose qui me passionne, donc c'est super intéressant. La psychologie, chose à apprendre, pour moi c'est le jeu en tournoi, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand on se met face à un autre homme ou une autre femme, enfin face à un autre individu, et qu'on commence à jouer une partie d'échecs en compétition, qu'on se rend compte qu'on commence à faire des bulles, que psychologiquement on a des faiblesses dans telle ou telle situation. Donc moi j'ai découvert le Zeitnot, j'ai découvert la pression, j'ai découvert la peur de perdre, j'ai découvert le mal-être par rapport à ces vidéos que je fais et que les gens n'espéraient qu'une seule chose, c'est que je ne progresse pas, que je me fasse laminer. Donc, enfin les gens, certaines personnes. Donc du coup, j'avais cette pression du regard. J'ai dû apprendre à gérer tout ça en fait. Et encore une fois, je crois que ça m'a fait progresser en tant que personne. Donc je suis très très content, même des avis négatifs, parce que ça m'a fait progresser en tant que personne et je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans plein de situations. Et donc la psychologie, eh ben, ça vous fera progresser aux échecs, vous apprendrez des choses sur vous et vous corrigerez certains de vos comportements, vous apprendrez à les détecter et surtout à les éliminer, et ça vous fera en même temps progresser en tant qu'individu. Donc ça c'est génial, même si vous ne progressez pas aux échecs, vous progressez en tant que personne et vous aurez une meilleure relation avec le monde qui vous entoure. Contrairement à ce que les gens croient parfois à propos des échecs en disant c'est un monde très fermé de gens qui sont presque handicapés mentaux, fermés sur eux-mêmes, etc. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas, c'est très très social et on apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres, donc c'est très intéressant. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qu'il faut apprendre et ce sont tous les entraînements, à mon sens, qui vont avec l'apprentissage des échecs. Réaliser tout ça régulièrement, c'est la partie la plus dure. Donc je vous l'ai dit, les puzzles, je le faisais régulièrement, les études, c'était moyen, analyser ces parties, j'avais oublié de le faire. Les ouvertures, j'ai toujours travaillé dessus, donc ça va. Deviner le coup, c'est un exercice que j'ai mis en avant dans des vidéos, mais que j'ai abandonné. Apprendre les finales, je le fais parfois j'arrête. Étudier des livres, depuis 2 mois, je le fais de façon constante et c'est un vrai bonheur. Et jouer en tournoi, ça je le fais constamment. Donc en fait, dans toute cette nécessité de travail, il y a des choses que j'avais, malgré le sérieux que je mettais en avant, laissé tomber, et je vais les reprendre très prochainement pour espérer passer un palier dont j'ai besoin pour progresser. Et je pense que je ne le passais pas parce que j'étais allé vers certains entraînements faciles et j'avais laissé tomber. Alors, comme je vous l'ai dit sur la page précédente, j'ai aussi évidemment cette nouvelle activité professionnelle qui va me prendre beaucoup de temps. Mais bon, j'espère qu'entre 2 hôtels, entre 2 aéroports, et bien justement, je pourrai faire des exercices
et progresser. De toute façon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me retarder d'1 ou 2 ans dans mes objectifs de progression. C'est pas la fin du monde. D'ailleurs, le monde se moque bien de savoir si je vais progresser ou non. C'est pas ça qui compte, c'est juste pour moi. Donc, bon, ça prendra du temps ce n'est pas parce que je vais avoir de nouvelles obligations que je vais être incapable de me libérer du temps. Je commence d'ailleurs, mais alors là, fermez les oreilles, à envisager de me lever à 5h30 du matin pour faire des entraînements que j'ai pas le temps de faire. Voilà. Je pense que ça me permettra en plus de combiner avec un footing et d'être en pleine forme. Voilà. Ok, alors ça c'est ce qu'il faut apprendre, c'est l'entraînement à la maison, mais il se passe aussi des choses pendant les parties. Et pendant les parties, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les parties? Alors là, je pense qu'on est tous différents, mais je vais vous livrer quand même 2-3 petits secrets que j'ai tirés de ma propre pratique. Que faire pendant les parties? Alors, déjà, chercher le bon coup. Une position est donnée, il faut chercher le bon coup, sans vouloir forcer le résultat. J'évoquais tout à l'heure une super contre-performance, tout simplement parce que j'ai regardé le hello de l'adversaire, ce qui ne sert à rien. J'ai regardé le mien, ce qui ne sert à rien. Personne n'est un numéro, on va jouer une partie, on verra bien ce qui se passe. Et comme son hello me plaisait pas, j'ai décidé que j'allais le battre et j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai balancé du G5, du machin, pour provoquer les choses. Mais lui, il a analysé, c'était pas génial, et il a défendu, de façon tout à fait moyenne, d'ailleurs, il n'a rien fait de génial, mais je me suis retrouvé dans une situation super difficile et j'ai fini par perdre. Donc j'ai appris que aux échecs, peu importe le niveau de votre adversaire, si vous jouez que des bons coups, il faudra qu'il soit très fort pour vous battre. Donc vous ne posez pas la question de est-ce qu'il faut garder les pièces pour compliquer, pour le battre, ou non, dans cette position, cherchez le bon coup. Si vous jouez le bon coup, vous serez dans la bonne direction. Si votre adversaire est faible, il devrait normalement faire une erreur à un moment donné, et si vous jouez avec des bons coups, vous tirerez les fruits de cette erreur. S'il ne fait pas d'erreur, bravo à lui, la partie sera nulle, mais au moins vous ne serez pas mis dans une situation catastrophique où vous perdez, quoi. Donc cherchez le bon coup sans vouloir gagner. Donc quand je m'assois maintenant, je ne veux pas gagner, je veux jouer une bonne partie d'échecs et je veux trouver les bons coups. Alors les bons coups, attention, il y a le meilleur coup que les champions trouvent, je ne passe pas 20 minutes à chercher le meilleur coup. Parfois il y a des problèmes que j'arrive pas à résoudre dans une partie, je vais essayer de jouer un bon coup dans le temps qui est imparti. Si j'arrive à me convaincre qu'il est bon, qu'il ne crée pas de faiblesse, qu'il développe mon plan et qui peut poser des problèmes à l'adversaire, c'est déjà un bon coup dans mon échec. Mais ne pas forcer le résultat surtout. Alors forcer le résultat, c'est voilà, la position est très égale, votre adversaire semble chercher absolument la nulle parce que peut-être il est moins bien classé, etc. Il simplifie, il évite toutes les complications et vous voyez gros comme une maison la nulle arriver, alors vous décidez de vous lancer dans des mesures abracadabrantes et c'est à vos risques et périls en fait. Et bon, moi j'ai décidé, mais je peux me tromper, on verra plus tard, qu'à présent je chercherai surtout le bon coup et si la position finit par être nulle, eh bien c'est qu'elle était nulle, j'ai pas réussi à gagner, c'est pas la fin du monde. Mais je vais pas me mettre dans une situation de risque terrible, rien que pour gagner et au final perdre. En tout cas, moi c'est ce que j'ai constaté. Si je veux en faire trop, si je veux forcer les choses, je perds. Être toujours vigilant. Les échecs, c'est horrible. Alors attendez, je fais une petite pause et je bois parce que j'arrête pas de parler. Alors je vais faire un spécial dédicace à Laurent qui s'il nous écoute, mais ça m'étonnerait que qui que ce soit puisse écouter la vidéo si loin, 48 minutes déjà de blabla. Laurent qui est président d'un club parisien qui m'a offert un merveilleux dîner récemment, donc là il se sera reconnu et d'autres l'auront peut-être reconnu aussi. C'était uniquement pour moi le dîner, hein. Ceux qui le connaissent, c'est pas la peine d'y aller, ça marchera pas. Donc Laurent, qui m'a donné cette définition du jeu d'échecs que je trouve assez intéressante, où il comparait avec le tennis pour un de ses amis, et qui devait sans doute mieux connaître le tennis, et il lui disait que les échecs, c'est ce jeu, si on le reporte au tennis, où on gagne le premier set 6-0, le deuxième set 6-0, et qu'on mène dans le troisième set 5-0, 40-0. Donc bref, on n'a plus qu'à marquer un point, et on a gagné le match de façon totale. D'ailleurs, on a marqué tous les points dans le match. Et il se trouve que dans ce dernier point, on fait une double faute et l'arbitre dit « Vous avez perdu la partie, double faute, c'est perdu ». Alors un joueur de tennis ne comprendrait pas cette histoire, mais les échecs, c'est un peu ça. Vous pouvez gagner dans l'ouverture, dans le milieu de jeu, en finale, il n'y a vraiment plus qu'à conclure, et là vous faites une gaffe, ou pire, vous ne voyez pas, enfin pire, chose qui arrive également, vous ne voyez pas une réserve de l'adversaire qui lui la voit, et ça retourne complètement la partie, vous perdez. Aux échecs, on peut être gagnant de A à Z, mais perdre au dernier moment. D'ailleurs, quand on perd, c'est le dernier moment.
en fait, puisque on perd. Bref, donc, être toujours vigilant. La partie n'est jamais terminée tant que la feuille n'est pas signée. Et ça, c'est incroyablement douloureux. Et j'ai sur mes 80 parties un nombre incalculable de défaites comme ça. Alors c'est vrai, ça fait bizarre de dire j'ai plein de défaites et tout, mais je joue en ce moment beaucoup plus de parties que pas mal d'entre vous. Et quand on est entre 18 et 1900, ben en gros, on gagne une fois sur deux, on perd une fois sur deux, hein, c'est tout. Hein. Donc ça fait beaucoup de défaites. Mais des défaites de parties gagnées, c'est ça. Et vous aussi, vous en avez, j'en doute pas dans votre pratique, mais évidemment, si vous jouez 15 parties par an, vous allez avoir 2 parties horribles comme ça. Si vous mettez à jouer 15 parties par mois, ça va être 2 parties horribles comme ça par mois, ou 3 parties par mois, et tous les deux, le mois suivant, ça fera 6, 9, vous voyez, c'est 12, 15, je sais compter. Donc c'est vraiment, quand on joue beaucoup, on se rend compte de ça. L'issue n'est pas évidente. Ça peut toujours se retourner, il faut vraiment être vigilant jusqu'à la fin. Y penser en partie. Dernier point pendant les parties, éviter le side note. Alors, peut-être vous êtes super bien en side note, hein, mais pour moi, je ne sais plus penser en side note, je regarde la pendule, et puis j'ai pas le temps. Dans mon processus, je dois vérifier les menaces de l'adversaire, alors, il y a des choses qu'on voit, et on se dit super, je comprends tous les chiquiers, je vois, mais soudainement, je vois un cours, je dis ah ça, je l'avais pas vu. Et en plus, c'est un échec. Et en plus, c'est une prise. Donc, j'avais pas vu une prise avec échec. C'est quand même le coup tempo par définition. Pourquoi je vois pas ça? Mais parce que je suis en side note. Il y a la pression du temps, parce que je regarde pas tout, parce que je regarde ce qu'il peut faire, mais je regarde aussi ce que je peux faire. Je regarde surtout les menaces, et j'en oublie une au passage, évidemment. Et ça, on le connaît tous. Alors, pourquoi on est en side note? Parce que dans l'ouverture, on va passer 3 quarts d'heure à jouer des coups évidents qu'on connaît par cœur. Donc ça, on arrête. Si on connaît par cœur, on joue. Pouf, pouf, pouf. Si on a un doute en milieu de partie, qu'on hésite comme un dingue entre 2 coups, bah, au bout d'un moment, on fait au hasard. Peut-être que les 2 coups se valent, quoi. Mais il ne faut pas y passer 20 minutes. Si on a 2 coups qui tiennent la route, et bah, y en a sûrement un qui est bon et l'autre qui n'est pas mauvais. Donc voilà. Donc éviter le side note, c'est essentiel, parce que par contre, quand il ne reste plus que 1 minute 30 ou 30 secondes à la pendule, là, c'est sûr qu'on va tout gâcher, quoi. Ou en tout cas, on a potentiellement plus de chances de tout gâcher. S'il y a un des 2 joueurs qui doit être en side note, autant préférer que ce soit l'adversaire. Voilà. Et quand l'adversaire est en side note, c'est son problème à lui, c'est pas le nôtre. Nous, on continue à utiliser notre temps et à lui poser des problèmes. Donc, j'ai souvenir comme ça d'une partie où mon adversaire était en side note, je prenais mon temps et j'ai découvert que je pouvais créer à un moment une double menace qui était quand même pas évidente à voir. Il fallait qu'il se mette dans ma tête, dans ma position pour la trouver. Donc je suis allé dans cette voie, et effectivement, il lui a répondu vite parce qu'il était pressé, et il n'a pas vu la double menace, et j'ai gagné une pièce et la partie avec. Voilà. Puisque je gagne aussi des parties quand même, ça m'arrive. Voilà. Donc ça, c'est pendant la partie. Chercher le bon coup sans vouloir forcer le résultat, rester vigilant, éviter le side note. Tout ça, c'est prudence en fait. Hein. Prudence, prudence, prudence. Et alors là, j'en suis fier, ça je vous le fais découvrir, c'est mon Plex Cover. Personne ne sait ce que ça veut dire, vous ne l'avez vu nulle part ailleurs sur internet. Si vous êtes resté 1 heure sur cette vidéo, vous méritez cette récompense. C'est mon petit moyen mémotechnique pour avoir le bon processus de réflexion, le Plex Cover. Plex, ça sonne comme play, en anglais jouer, cover comme couverture. Je parlais de prudence il y a une seconde. Jouer, couvert. Alors c'est quoi le Plex Cover? En fait, c'est les 4 étapes que je vais avoir dans mon plan. Alors j'ai fait une autre vidéo où je vous parlais de 3 étapes. Effectivement, il y en a 3, mais il y en a une 4e que je voulais faire apparaître ici. Le Plex Cover, c'est quoi? C'est en fait un ensemble de 2 lettres. À chaque fois, c'est 2 lettres qui veulent dire quelque chose. PL, c'est le plan, justement. Avant de jouer, je dois comprendre le plan de mon adversaire. Pourquoi il joue ce coup? Qu'est-ce qu'il veut faire? Avant de me poser d'autres questions, je dois aussi savoir où moi je veux aller. Il n'y a aucune raison de jouer un coup si on n'a pas de plan. Donc le plan, c'est la première étape de la réflexion. Quel est le plan de mon adversaire? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Et qu'est-ce que moi je veux essayer de faire? Le plan. X, c'est examiner. Avant de me lancer, une fois que je connais mon plan et le plan de l'adversaire, dans le choix de mon coup, il faut d'abord que j'examine le dernier coup de mon adversaire. Examiner ses menaces pour pouvoir les contrer. Comment pourrais-je contrer les menaces de mon adversaire si je ne les ai pas examinées? X, Plex, le plan, examiner les menaces de l'adversaire. Une fois que j'ai une bonne vue des menaces de l'adversaire, je sais ce qu'il veut faire et je sais ce qu'il menace, alors je peux commencer à regarder mes différentes options dans le cadre de mon plan. C'est le de comparer. Plex,
plan examiné qu'au comparer. Je vais comparer mes différentes options. Donc j'ai mes coûts candidats, je les calcule, je les compare. Est-ce que ça répond bien à mon besoin de plan? Est-ce que ça contre les menaces de mon adversaire que j'ai examinées précédemment? Je compare mes options. Et une fois que j'ai choisi, vert, vous l'aurez deviné, c'est vérifier. J'imagine que mon coup est posé sur les... Enfin, déjà, je me détends 3 secondes. Ma réflexion est finie, j'ai choisi mon coup. Mais je ne vais pas le jouer tout de suite. Je pense à autre chose, et je regarde l'échiquier, et mentalement, je pose mon coup sur l'échiquier. Parce que là, c'est la vérification des gaffes. Qu'est-ce qu'il peut prendre, les échecs, les attaques qu'il peut faire si je joue ce coup. Et si je ne trouve rien si je ne trouve pas de gaffe, alors je joue. Plex cover, 4 étapes de réflexion, comme on fait 4 comme ça. Le plan de soi-même, de l'adversaire, j'ai du mal avec cette caméra, pardon. Examiner toutes les menaces de l'adversaire, comparer les différentes options qu'on a sous la main pour remplir son plan et contrer les menaces de l'adversaire, et vérifier son dernier coup. A noter, et j'aime bien ça, que dans ce processus, on passe plus de temps à se soucier de l'adversaire que de soi-même. Il y a le plan de soi, mais de l'adversaire aussi, les menaces de l'adversaire, nos propres possibilités, et vérifier ce que l'adversaire va répondre à nos propres possibilités. Donc en fait, jouer aux échecs, il semblerait que c'est quand même beaucoup se demander ce qu'est en train de faire l'autre, et quand on y pense vraiment, ça paraît tout à fait logique. Ceci étant, très souvent, quand on est devant une position d'échec, on ne pense qu'à soi, à ses coups, à ce qu'on veut faire. Mais quand on y réfléchit 2 minutes, les échecs, c'est qu'est-ce que l'autre veut me faire, comment je peux le contrer, et si je le contre comme ça, est-ce qu'il ne va pas m'arriver quelque chose de catastrophique. Plex cover, ça je dépose les droits sur ce truc, droit d'auteur, plex cover, voilà. Répétez-le autour de vous, et je serai très content puisque vous êtes nombreux à venir me voir dans les tournois, forcément je suis dans les tournois donc je passe partout, s'il y en a un qui vient me voir en me disant plex cover, ça c'est génial, bravo, alors là, celui qui vient me voir en me disant dans un tournoi plex cover, c'est promis, je lui paye un café ou un coca. Le rendez-vous est pris, prochain tournoi je suis en Allemagne, ça va pas être facile parce que je pense que les gens regardent pas la vidéo en Allemagne, mais les suivants, si vous êtes là, n'oubliez pas, plex cover, vous avez un café, ça me fera trop plaisir. Voilà, blague à part, on a fini. Et oui, 1 heure. Et d'ailleurs, sur la page suivante, il n'y a rien du tout. Alors s'il y a quelque chose, je vais enlever ma tête. Et je vais vous montrer, pour ceux qui sont anglophones, les autres vous pouvez partir, l'image que je veux vous montrer. Ou plutôt la vidéo. Voilà. Ah bah si, je peux laisser ma tête en plus. Voilà. Donc ça, c'est pas ma femme, mais parce que elle lui ressemble beaucoup, mais elle a les yeux marrons, ma femme n'a pas les yeux bleus. Ça, c'est la femme de Geraint Thomas. Geraint Thomas vient de gagner le Tour de France et c'était totalement inattendu. Ce n'était pas lui le favori, c'était son coéquipier Christopher Froome. Alors, il y a un vélo derrière, hein, je suis toujours le vélo de près, n'est-ce pas? Et Geraint Thomas a fait un speech à la fin du Tour de France qui résume bien une pensée que j'aime et qui dit en gros que tout est possible si on se donne les moyens. Mais je vais laisser passer son speech, et je ne ferai même pas de commentaire à la fin, ce sera la fin de sa vidéo, il y en a pour quelques secondes. Et là, vous avez les yeux admiratifs, évidemment, de son épouse qui le regarde, d'autant plus qu'il va s'adresser à ses propres enfants. Enfin, à leurs enfants, voilà. Bref, j'en ai trop dit, j'envoie la vidéo, et je vous dis à bientôt, et merci. Alors, j'espère que vous aurez regardé la vidéo en plusieurs fois, hein, mais j'étais content de vous parler, ça faisait super longtemps, et j'espère que pour les plus fadins d'entre vous, ma vidéo vous aura intéressé. Merci pour vos commentaires et je vous dis à bientôt sur les tournois pour parler Plex Cover. Et maintenant, place au champion Geraint Thomas. You know, kids in Mainly Flyers, you know, just dream big. If people tell you it can't be done, but you believe in yourself and you work hard, keep going. You're going to have knocks, you're going to have downs, but keep believing and anything is possible. And, you know, with hard work, everything pays off in the end. And again, thanks for all the support, really appreciate it. You've been amazing. We all appreciate it. Thank you very much and vive le tour.